Bonjour, nous reprenons nos balades printanières, voilà, et puisqu'on profite du beau temps. Et nous sommes aujourd'hui donc à Maupertuis-sur-Mer et nous avons le plaisir d'être reçus par Madame Auclay, la propriétaire de ce manoir. Voilà, bonjour Madame. Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous accueillir. Merci. Parce que je suis très fière de ma maison. Très fière, en fait très fière, surtout très heureuse d'y habiter parce que c'est un petit plaisir de pouvoir habiter dans une maison aussi ancienne. Il y avoir autant de plaisir. C'est un manoir, je crois, du 15e, 16e siècle, c'est ça? Alors, c'est un manoir qui a été construit entre 1520 et 1540. C'est une datation qui est faite d'après les pierres, parce que malheureusement nous n'avons pas de documents écrits, il n'y a rien du tout qui atteste de cette construction. C'est simplement la comparaison des pierres des extérieurs, de l'intérieur de la maison, et aussi de rapports d'histoire qui ne sont pas sourcés et qui expliquent que c'est la famille de Pirou qui l'a construite vers 1500. D'accord. La famille de Pirou, qui était dans le sud de Manche originellement, et qui vers le 12e, 13e, et qui après a eu des mariages vers 1500 dans le nord-est de la péninsule, et qui a acquis et construit des propriétés, donc ici à Maupertuis, à Gonneville aussi, et dans d'autres points du Val-de-Serre. Très bien. Alors je vois que l'entrée, c'est une magnifique entrée, porte pour les piétons. Voilà. Porte pour la charretière. Et qui a été restaurée, je pense. Alors le porche a été refait. Oui. En fait, quand nous sommes arrivés, comme je vous le dirai plus tard, pardon, le manoir a toujours été une ferme, en fait. Elle n'a jamais été habitée par les propriétaires. Et quand nous sommes arrivés ici dans les années 70, avec mon mari, il y a plus de porche. Alors on n'a pas su exactement quand il avait été démoli, si c'était les fermiers pour passer les charrettes à foin parce que c'était trop bas, comme pour le porche était trop bas, ou bien les Allemands qui ont habité là pendant la guerre. On n'a pas su, mais en tout cas on a trouvé un moignon. Et puis après, donc j'ai réussi à trouver une entreprise qui m'a fait un très joli travail au départ avec le point de départ de ce qui existait déjà. Donc en fait, la partie de l'arc de droite a été faite, reconstruite à partir de ce qui existait. Donc elle est originale, c'est original. Oui, ils ont pris le moulage sur l'existant pour continuer le l'arche. Voilà, voilà. D'accord. Voilà. Bah, écoutez, vous rentrez? On y va. Alors je vois qu'on arrive sur une magnifique cour rectangulaire qui est très équilibrée de par la disposition des bâtiments. Si vous pouvez nous expliquer un peu quels sont ces bâtiments? Oui, alors ce sont des bâtiments de ferme en fait, des bâtiments qui servaient à l'activité de la ferme. Donc à droite il y avait énormément de chevaux. Enfin ça abritait les bâtiments abritaient des stalles avec des belles auges en pierre qui sont toujours là, en pierre de Valognes qui est très belle. C'est étonnant pour des auges, mais c'est magnifique. Et tout au bout il y a une chapelle qui date comme le manoir du 15e siècle, parce que elle a une voûte en forme de bateau. Et à ces époques-là, ça date très précisément la construction, parce qu'à cette époque-là, les fabricants de toiles, les menuisiers étaient en fait ceux qui fabriquaient
fabriquaient les navires, quoi, Donc, les charpentiers marines. Voilà, voilà. Et de l'autre côté, alors c'était diverses étables. Il devait y avoir du foin, peut-être d'autres animaux, peut-être des cochons là-bas. En fait, c'était que des celliers qui servaient à la ferme. Et au premier étage, ici, il y a un bel escalier en pierre. Et comme je l'indique toujours, ces bâtiments n'ont pas été abîmés du tout depuis l'époque de la construction. Donc ils ont gardé leur look d'origine, si je peux dire, si vous permettez l'expression de look, et surtout il y a cette harmonie qui fait que le temps a fait son œuvre et ils sont très. Et au premier étage, donc il y a cette belle salle dont on m'a dit l'interprétation que donnent les historiens, c'est qu'en fait les châtelains qui étaient propriétaires de telle demeure, qui ne l'habitaient pas, venaient parfois visiter leur propriété, et que pour la visiter, il fallait les recevoir, il fallait que le fermier puisse les recevoir noblement, donc avec des belles pièces, des belles demeures. Donc il y a ici à l'étage une énorme pièce avec une cheminée, une très très belle cheminée, et la pièce est immense, et c'était pour recevoir l'histoire dit que uniquement la famille de Longolnay, qui était à cette époque propriétaire, qui est venue en 1600 quelque chose, pour le mariage d'un fermier Noyon-Maz, un mariage d'une fille Noyon avec un Maz ou l'inverse, et donc il serait venu dormir là. Mais depuis, ça a servi sans doute pour quand il y avait des valets de ferme, pour les coucher plus tard. Enfin, mais en tout cas, ce sont tous des bâtiments pour la ferme. Et puis à l'intérieur de la maison, devaient habiter les fermiers, quoi. D'accord. On voit que c'est une belle façade. Je dirais pas austère, mais enfin, on voit que c'est du 15e. Oui, voilà. Alors là, avec des fenêtres en croix. Voilà. Donc vous voyez toute cette surface donne en fait sur la maison principale, et donc elle a été construite sur un plan qui est assez original. Elle a été construite sur 2 niveaux, c'est-à-dire que la partie droite, donc qui est la partie est, n'a que 2 niveaux. À l'intérieur sans parler de la tour, à l'intérieur du bâtiment, il y a que 2 niveaux. Donc il y a 2 fenêtres à meneaux, avec une hauteur sous plafond très très grande, de l'ordre de 4 mètres. Et à gauche, donc côté ouest, en fait, il y a 3 niveaux. D'accord. À gauche, la petite porte que vous voyez donne à une pièce qui est un petit peu enterrée. On descend 4 marches pour y entrer. Au-dessus, il y a une pièce, et au-dessus, il y a une autre pièce. Alors, les hauteurs sous plafond sont moins importantes. Et ça se rejoint tout en haut, et on y accède par une tour qui est à l'arrière, un escalier à vis qui donne accès à ces étages. Et alors l'histoire des 2 tours, la tour de droite, donc la tour est, est la plus ancienne, et la tour ouest aurait été refaite par la propriétaire de l'époque, la marquise de Longolnay de Brige, elle était née de Longolnay, elle avait hérité de Manoir, mais elle avait épousé Monsieur de Brige, qui était un grand propriétaire foncier, donc qui est pas venu habiter ici. Et quand cette tour-là apparemment s'est effondrée, elle a été reconstruite, et elle a été reconstruite à l'identique de la tour est, ce qui donne cet aspect de symétrie qui n'était pas en fait en vigueur sur le plan esthétique architectural à l'époque de la construction, mais qui est devenu un peu après style Louis XIV, plus symétrique. Donc c'est un petit changement d'aspect architectural pour la façade, mais le résultat est sympathique. Ça fait un peu d'équilibre. Voilà. Et alors l'explication de ce mur, de cette façade qui a l'air un peu austère, c'est qu'il y a ce grand mur qui sépare évidemment la partie est de la partie ouest, puisqu'on n'a pas le même niveau d'étage. D'accord. Il y a 2 étages à droite, c'est 3 étages à gauche. Ok. Voilà, et les toitures alors sont en schiste et ont été refaites récemment parce que le schiste, les toitures en pierre durent longtemps, mais pas plusieurs centaines d'années, quoi. Et donc quand nous sommes arrivés, elle était à peu près en bon état, puis elle s'est un peu abîmée. On sommes arrivés en 1970, les années sont passées. Donc dans les années 2000,
les pierres ont donné des signes de faiblesse. Il y a eu un trou dans le toit, donc on a pu refaire en pierre de schiste c'est pas du tout des pierres. Dans le temps, il y avait des carrières de schiste dans la Manche. C'est pour ça qu'il y avait des pierres, des toits en schiste. Pendant longtemps, on a fait avec des pierres de récupération. Puis les pierres de récupération manquent. Et il n'y a plus de carrière. Quand nous avons fait faire les devis par une entreprise, les carrières, je crois que c'était les schistes bleus, carrières à Tour-la-Ville pouvaient apparemment donner des pierres. Malheureusement, elle n'a pas pu être exploitée parce que le filon qui était exploité était un peu trop bas, donc plus de pierres. Et le couvreur qui avait fait le devis nous a annoncé, bien voilà, vous allez avoir des pierres de Chine. Oui. On était horrifiés. Comment ça, des pierres de Chine? C'est la même chose à Carneville, ils ont eu ce même souci et on parlait de schiste de Chine. Voilà. Je me permets, on va peut-être faire un petit tour. Hein, donc, vous me disiez, donc là, oui, vous m'arrêtez. Hein, c'était les écuries. Voilà, c'était les écuries. Que de l'écurie, tout ça. Donc, il y a beaucoup de chevaux, apparemment. Alors, apparemment, il y avait beaucoup de chevaux. Je ne sais pas combien, mais d'après les stalles, il y en avait au moins une vingtaine. Ah oui. Si ce n'est plus. Ah ouais. Si ce n'est plus. Ce qu'on a coupé, là, on a fait il y avait des portes, et puis à l'intérieur, on a mis un mur, mais l'écurie allait de là jusqu'à la chapelle, vous voyez. Enfin, jusqu'à la porte entre les deux grands vantaux. D'accord. Donc, vous voyez, on loge pas mal, une grosse cavalerie, là. D'accord. Là, je vois qu'il y a un très joli puits fermé. Alors, le puits est ancien. Le puits est ancien. Il doit dater du manoir. Alors, lui, il est resté dans son jus. Le toit n'a absolument pas bougé parce que je suppose qu'il a pas beaucoup il souffre pas beaucoup de tout ce qui des intempéries, un petit peu abrité. Il est toujours en fonction. Enfin, en fonction. Il y a de l'eau. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Il y a de l'eau. Il y a toujours de l'eau. Voilà. Et il est très joli. Pour la petite histoire, ce qui m'amuse toujours, c'est que un beau jour, allant à Barfleur, au presbytère de Barfleur, qui est donc à côté de l'église et qu'on voit toujours quand on veut voir les points de vue sur l'autre côté du port de Barfleur. Il y a donc un ancien presbytère qui a été racheté par une personne civile, et la porte est toujours fermée. Puis un beau jour, la porte ouverte, mon puits! C'est les mêmes. Et alors, les jumeaux, c'était la même. Alors, je me dis, bon, il devait y avoir, comme Monsieur Deshaies, quand il était venu voir le manoir, m'avait dit, cette catégorie de construction, avec deux étages à droite et 3 étages à gauche, on en a trouvé d'autres, dans le Sud-Manche notamment. Donc, je m'étais dit, voilà, c'est pareil pour les puits. Il y a eu un modèle qui a circulé, quoi. Après, on a fait des puits un petit peu identiques. Et en fait, pas du tout. Le couvreur qui est venu faire des travaux au presbytère de Barfleur m'a expliqué, pas du tout. C'est une copie de votre puits. Il est bien postérieur. C'est amusant. Enfin, je sais pas comment ni pourquoi, mais c'est amusant, quoi. Il est moins beau, celui du presbytère. c'est vrai qu'il a une très jolie forme. Hein. On voit bien le poids des âges. C'est très joli. Enfin, il a été joli il était joli au départ, quoi. Donc là, c'est drôle de voir une chapelle qui est adossée aux écuries. Alors ça, j'ai pas d'explication. Julien Deshaies n'a pas pu vous... J'en ai pas trop parlé. Je dois dire que le manoir du Tourps a aussi une chapelle qui est pas loin des communs. D'accord. Il me semble. Enfin, je l'ai vu physiquement. Alors, à coller, je ne me souviens plus, mais donc, voilà. Donc c'est assez... Surtout qu'il n'y a pas de familles nobles qui ont vécu là. Alors, il n'y a pas de famille noble. Alors les utilisées par les fermiers, c'est un peu... Alors, c'est un point d'interrogation. Ou bien c'était fiscal, ou bien c'était pour ne pas payer pas payer l'impôt au clergé. Mais en tout cas, il y a une chapelle avec une piscine là, pour nettoyer les objets du culte. Des belles ouvertures. Et elle a dû fonctionner en tant que chapelle parce que pas Monsieur Deshaies, mais quelqu'un d'autre, quand il était venu, m'avait dit, on retrouve l'enduit qui était là auparavant. Et apparemment à cette époque-là, 1500, c'était enduit. Et enduit avec des beaux carreaux par terre qui ont disparu, et enduit de couleur un peu dorée, un peu roux. Donc ça devait être somptueux. D'accord. Voilà. On peut y accéder? Absolument.
Et c'est une très très belle charpente qui là aussi a été restaurée, parce que lorsqu'on a voulu refaire la toiture qui également avait des soucis, eh bien il a fallu toucher à la charpente. On s'est aperçu que la charpente avait des soucis, des gros soucis. On passe par là. Je sais pas, je vous suis. Donc c'est pour le petit chemin est là. C'est pour aller à la porte là. Voilà, pour l'instant, elle nous sert de remise pour les. Alors donc voilà, c'est très jolie charpente. Voilà, belle charpente. Voilà. Voilà, en forme de coque de navire. Ouais. Voilà. Et alors on en voit dans des chapelles, dans des églises, on en voit assez souvent, qui comportent, celle-ci ne l'en comporte pas, du bois entre les poutres, vous voyez, oui. C'est fermé quoi, c'est plus décoratif. Là peut-être que ça n'a pas été fait volontairement ou que la construction s'est arrêtée. Mais en tout cas, ce qu'on a restauré, c'est le pied de ces bois en forme en rond, qu'on appelle les arbalétriers. Vous voyez les pieds là en forme de fourchette. Les pièces de bois qui les tenaient étaient complètement mangées. Alors on le voyait pas d'ici parce que vu d'en bas, ça ne se voit pas. Mais quand on prend une échelle et puis qu'on regarde, on voit effectivement que c'était tout mangé. Donc du coup, ça a été refait. On l'a fait refaire. Alors tout ça avec la bénédiction des Bâtiments de France qui ont donné leur agrément et qui ont accordé une subvention d'une petite partie des travaux. Parce que si je me trompe pas, ce qui est classé, c'est donc la façade, voilà, la chapelle. Enfin, les toitures, les façades, les toitures, oui. Donc ces toitures-là, forcément, et les cheminées, quoi. D'accord. Okay. Et ce sont toutes les façades qui sont classées. Toutes les façades. D'accord. Donc y compris toutes celles des communs qui sont. Là, en sortant, on va avoir une belle vue. Voilà. Et alors on a une vue sur la mer. Quand les enfants étaient petits, on disait toujours attention, les Anglais attaquent, et on montait sur l'escalier de la grande salle. On disait voilà, on va riposter. C'est ce qu'on quand on regarde un peu votre bâtiment noir. C'est ce qui est indiqué, c'est qu'en effet, on a une vue, si je ne me trompe pas, du Cap Lévy jusqu'à la rade de Cherbourg. Voilà, exactement. Donc on a une vue panoramique. Et on m'a dit même que le manoir servait d'amer pour les bateaux quand ils naviguaient. De repère. D'accord. Donc voilà, et pardon une minute, le sol là, alors le sol, bon, il est un sol de ferme, quoi, et donc on pense qu'à l'époque où elle servait sa fonction de chapelle, cette pièce était carrelée, avec un sol plus plat, parce il descend un petit peu vers l'entrée. On suppose que c'est pour la commodité, s'il y avait des animaux, pour nettoyer, pour que l'eau puisse circuler et s'en aller vers l'extérieur. Voilà, et donc vous avez là la piscine, un petit peu encombrée, pardonnez-moi, donc qui sert dans les chapelles vous avez la même chose à Gonneville, il y en a une très jolie à l'intérieur du manoir de Gonneville, qui sert à laver les objets du culte. Très bien. Voilà, donc on va ressortir un peu plus loin. Montre le chien. Qui garde. Je vous laisse fermer la porte. Ou on peut la laisser, c'est pas un souci. Voilà, donc on passe sur un. Donc là, on est plein ouest. Voilà, donc là on est sur... Fermez la porte les enfants, merci. Là on est donc sur un côté que moi j'aime beaucoup du manoir, donc qui est plein sud, qui est agréable à vivre. Alors on voit la construction assez extraordinaire et assez difficile à comprendre du manoir, c'est-à-dire qu'il y a un bâtiment en arrière de cette façade qu'on a vue jusqu'ici, qui est très imposante, qui a un petit air effectivement de château, et à l'arrière
ce sont des volumes différents qui s'imbriquent, à mon avis, très agréablement, avec là une petite tour qui s'est rajoutée à la grande tour est, donc dans lequel nous on a mis nos water. On suppose qu'à l'époque ça devait aussi servir de latrine. Enfin on l'a trouvé installé comme ça. Mhm. Et donc la construction, pour en revenir à la construction du manoir, l'hypothèse des architectes et des historiens, c'est qu'il existait au Moyen-Âge, 10e ou 11e siècle, un manoir préexistant ici. Après arrive la guerre de 100 ans, donc on construit plus rien, on fait plus rien, tout tombe en ruine, le pays est détruit par toutes les guerres, les brigands, donc il se passe rien. Et donc en 1500, on construit, donc c'est là où la famille de Pirou, le vieux de Pirou, devient propriétaire du fief de Maupertuis et construit donc cette partie en face. Et pour faire la jonction avec le bâtiment arrière, il y a cette embrication de construction les unes dans les autres, ce qui n'aurait pas été fait si ça ne préexistait pas. Et de l'autre côté, là, quand on peut aller dans l'autre côté, dans l'autre cour qui est ouest, on voit encore mieux la cassure entre les deux. Enfin, sur la différence entre les bâtiments frontaux et ceux qui sont à l'arrière. Alors l'hypothèse, c'est qu'ici, le manoir était très ancien, mais on n'a pas de précision ni physiquement de pierre. Oui, il n'y avait pas trop de date gravée sur un rien du tout, rien du tout. Et donc là, il y a une boulangerie, parce que donc ça a toujours été une ferme qui a servi sa fonction pendant très longtemps. Là, elle sert plus sa fonction parce que comme il y a quand même beaucoup de réparations à faire sur cette maison, on n'a pas pu s'attacher à s'occuper du four. Mais c'est bon, du coup, ça fait une jolie petite pièce. Et on a un accès direct sur le bois, comme devaient l'avoir bien sûr les fermiers. Ils devaient partir. Il y avait des champs aussi qui étaient sur l'aéroport, qui ont été expropriés au moment de l'extension de l'aéroport. Donc du coup, le manoir a perdu un peu de sa fonction, et c'est dans les années, on va dire une bêtise, 50, qu'en fait il a été vendu, les bâtiments et les terres différemment, parce que les fermiers qui étaient sur la ferme n'avaient plus assez de terre pour que ce soit rentable, parce on les a privés de terres qui sont maintenant sur l'aéroport de Cherbourg-Maupertuis et qui étaient leurs terres dont ils vivaient, quoi. Donc c'était pour eux, c'était une perte, et du coup le manoir est retombé. Était plus rentable. Était plus rentable. Et donc ce champ, alors ce champ là, on a pu le récupérer. Et puis donc ils avaient un accès direct sur le bois de Maupertuis, après sur la mer, et on a un accès direct donc par le bois à la mer, et après et aussi à la lande de Maupertuis, à toute une surface absolument extraordinaire de nature vierge, magnifique, voilà. Alors si j'ai bien compris, vous m'avez un petit peu expliqué avant qu'on commence cette vidéo, vous avez acquis ce manoir d'une façon un peu tout à fait inopinée, exactement, tout à fait inopinée. En fait, à l'époque, mon mari et moi étions étudiants à Paris, et mon mari était étudiant en médecine, moi j'étais étudiante en droit, et lui est venu s'installer à Cherbourg comme médecin ORL. Et moi, je l'ai suivi. La femme suit son mari, hein, c'est dit partout. Et donc, il est arrivé ici au moment où, malheureusement, le médecin que mon mari devait remplacer est décédé. Donc, on était logés à Cherbourg, dans l'endroit près du cabinet médical. Donc, on est sorti de là pour pas gêner cette pauvre famille qui venait pleurer ce médecin mort. Et puis, on avait vu dans la presse de la Manche, c'était un 1er avril, c'était pas un poisson d'avril, très joli manoir à vendre, 16e siècle, sur la commune de Maupertuis.
On s'est dit ça, on va voir. Et donc on a exploré et on est tombé amoureux de la côte parce qu'on a pris la côte depuis Cherbourg, on a suivi le Becquet, Bretteville, on a trouvé ça extraordinaire. On a trouvé, pour la petite histoire, on venait d'une année en Tunisie parce que mon mari avait fait un service militaire civil. En fait, il avait fait au titre de coopérant militaire en Tunisie comme médecin. Et bon, Tunisie, c'est bleu, il y a des falaises extraordinaires. On a trouvé qu'autour de Bretteville, Maupertuis, les falaises, c'était pareil, c'était bleu, c'était magnifique. Sur l'Anse du Brie, il y avait des ajoncs absolument magnifiques. Puis on a tourné le coin de la Chasse, comme vous pouvez. Et puis, on est tombé. Alors à l'époque, c'était le manoir de la Belle au Bois dormant, parce que les propriétaires avaient quitté. Donc il y avait de l'herbe à hauteur d'homme dans la cour. La fenêtre à mono était obscurcie par une plante qu'on appelle la plante au doigt, enfin une espèce de plante exubérante. Et on avait vraiment l'impression qu'on allait réveiller la Belle au Bois dormant. C'était absolument magnifique. On est tombé complètement amoureux. Alors on a mis un an quand même à réfléchir. Tout le monde a dit, vous êtes complètement malade. Vous êtes complètement malade. Vous n'avez pas vu la surface des toitures, mais vous êtes fous. Ne faites pas ça. Bon, finalement, on l'a fait, quoi. Et je dois dire que c'est, je pense, la meilleure chose qu'on ait faite, parce que c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur d'habiter dans une maison pareille. Et alors après, bon, pendant longtemps, je me suis dit, bon, c'est des vieilles pierres. Bon, je suis contente. T'aimes bien les vieilles pierres, ma fille. T'es dans des vieilles pierres, donc t'es contente. Et puis, un beau jour, j'ai pris l'initiative de mettre un petit mot à Monsieur Dehaye pour dire, venir visiter, me donner un peu plus de détails. Qu'est-ce que c'est? Il me dit, oh, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est absolument fabuleux. Alors, du coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, quoi. C'était vraiment agréable. Voilà. Donc en fait, ça a été une ferme pendant tout le temps, quoi, jusqu'à ce que, vers les années 50, les fermiers s'en aillent, et puis que ça tombe dans le civil. Et sur le plan historique des familles, donc ça a été, alors, construit par la famille de Pirou. Après, c'est Olivier de Pirou, lui est construit par Jean de Pirou, qui avait un père qui s'appelait Olivier et un fils qui s'appelait Olivier, et le fils Olivier n'a eu que des filles. Donc tous les biens ont été transmis aux filles, donc par mariage. C'est arrivé après pas mal de méandres dans la famille de Longaulnay, qui était propriétaire du manoir pendant 4 siècles, pendant 2 siècles, de 1600 à 1800. Et donc cette Madame de Brige dont je vous ai parlé, en fait, était l'héritière, elle était née de Longaulnay, et c'est elle qui a fait beaucoup de biens parce que elle avait beaucoup de propriétés, elle était assez riche et elle était, paraît-il, elle aimait beaucoup les arts et les lettres, elle aimait faire beaucoup de choses, et c'est elle qui a donné à Maupertuis la terre pour refaire l'église qui était donc sur les terrains de l'aéroport, qui était en ruine. Il y a un abbé qui s'appelait l'abbé Philippe, là, qui pleurait, mon église, elle tombe en ruine. La Marquise de Brige, bonne et généreuse, a dit, je vous donne le terrain, et puis un petit peu quelques sous, puis les habitants du village aussi ont donné un peu, et donc voilà, l'église a été reconstruite dans les années 1870, 1876, je crois, voilà, donc c'était une femme apparemment généreuse. Est-ce qu'on continue de faire le tour? Alors il faut faire le tour par l'autre côté, parce que là on n'a pas d'accès. Là, le petit jardin est complètement fermé. D'accord. Donc on a accès que par le devant. D'accord. Oui, on a un temps magnifique. On est gâtés, hein.
Alors j'ai oublié de vous dire quand même que dans le Donc là, on a une vue, le classement sur l'inventaire supplémentaire, il était indiqué que la cour est un grand plateau balayé par les vents. Et bon, aujourd'hui c'est bien, il fait bon, mais souvent c'est venté. Donc là, on a replanté des arbres, mais auparavant, il devait y avoir sans aucun doute un bâtiment là. Oui, qui faisait vraiment toute la cour. Voilà, la cour était fermée un peu comme à un Tiville ou dans d'autres manoirs. La cour était vraiment fermée. Et c'est ce qui fait son charme. Alors les jardins ont un air un petit peu plus moderne et plus mais je pense qu'au temps des fermiers c'était différent quoi. Il y avait le potager ici. Ce que j'allais dire, c'est Voilà. seulement du potager. Voilà, il y avait du potager. Il y avait aussi un potager là-bas. Il y a un champ derrière la chapelle. D'accord. Qui est lui un peu mieux exposé parce qu'il est au sud. Ici c'est venté, c'est très venté, c'est à l'ouest. Et donc là on appelle ça nous un petit jardin de curé, mais enfin c'est en fait un jardin clos quoi, un jardin complètement clos de murs. Et donc là on voit bien le bâtiment de l'autre côté. Voilà, donc vous allez voir l'étonnant passage entre les deux, entre le bâtiment de l'arrière et le bâtiment de l'avant. Il y a, vous voyez, cette coupure. De l'autre côté, il y a un mur complet, il y a un bâtiment complet. Et on voit bien la tour de l'escalier. Donc là, c'est l'escalier qui en fait relie les deux bâtiments, c'est ça? Oui, exactement. Et les étages. Je vous dis, d'un côté, il y a 2 étages et de l'autre, il y en a 3. Donc on peut pas faire des paliers, on peut pas y avoir des paliers. Quoi, parce que, il y a donc à chaque étage, à chaque marche de l'escalier, il y a pratiquement une porte. D'accord. Et voilà. Alors l'escalier intérieurement était sans aucun doute en pierre. Mais alors à la Révolution, moi j'ai dans l'idée on a dû manger les pierres, piquer les pierres, voler les pierres. Parce que maintenant il est en bois. Et quand nous sommes arrivés, on s'est posé la question, ce bois, de quand il date, quand même. Peut-il dater de 1500, comment est-ce possible? Et Monsieur Day a dit non, c'est les escaliers en pierre. Voilà. Et donc en fait, il a dû être reconstruit, donc après 1789. Et il est resté tel qu'il était depuis l'époque. Voilà, donc c'est des bâtiments. Alors c'est un peu fermé ici, il n'y a pas beaucoup d'ouverture parce que on est sur la mer, donc ça. Oui, la mer est là donc en face. La mer est juste en face. Voilà. Là on est l'ouest est là et le nord est là, quoi. On est nord-ouest. Quoi. Alors on a un petit peu de mal à faire pousser là parce que le vent est méchant. Donc là, on a eu pendant un temps derrière cette haie, on a voulu recréer des jardins potagers. Oui. Donc à une époque, là, je faisais des plantes, des fleurs et puis des légumes. Donc on a mangé beaucoup de légumes d'ici. Maintenant, bon, c'est un peu fini parce que c'est pas mal de travail. Puis moi, beaucoup de travail. Ouais. Voilà, moi j'ai pas trop la main. Voilà, donc ces murs qui sont très chouettes, quoi, qui sont tout à fait. qui sont jolis comme tout. Bon, bah, écoutez, voilà. Donc je pense que je vous ai un petit peu tout raconté. Donc on peut aller voir si vous le souhaitez donc la cheminée de l'étage.
Oui, ce que je voulais vous dire à propos là, c'était une cour de ferme. Vous le voyez présenté d'une manière un petit peu plus vieille dans les époques, parce que je pense qu'à cette époque-là, même dans les demeures un peu plus nobles, bon, il y avait pas ça. Enfin, c'est un petit peu en décalé, si vous voulez, le jardin, mais je trouve que ça convient très bien à l'atmosphère des lieux, quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est un carré de buis, donc c'est quand même des plantes anciennes, et là c'est un petit architecte qui nous a fait le dessin, vous voyez, de la pelouse et du gravier pour remettre en valeur le puits. Donc effectivement, ça lui donne sans doute un air un peu différent de ce que c'était à l'époque. Puis alors à l'époque, il y avait quand même, là il y avait une mare, puis là il y avait le purin, ou inversement, enfin vous voyez, Ouais, c'est, bon, puis il y avait des chevaux. Donc un autre bâtiment ici à coller. Voilà. Qui fermait le... Voilà, et j'ai d'ailleurs une photographie que tout le monde connaît, je pense, qui a été prise du temps où c'était en ferme, quoi. Et vous allez voir que c'était devant la façade. Enfin, on ne voit que la façade, mais vous allez voir, je vais vous la montrer. Et bon, effectivement, ça va beaucoup changer. J'ai vu une photo de Le Goubet. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est celle-là. J'ai vu. Ah, ça qu'il a une forme, la toiture est magnifique. Je vois voilà, c'est joli. Oui, de ce côté-là, on le voit encore mieux, un petit peu chapeauté, petit coup de chapeau un peu différent, quoi. On y va. C'est relativement simple. Je savais ça. Je savais ça. En fait, les chevilles qui tenaient les pierres dans les temps anciens étaient en bois. Et donc ce petit puits a encore ses chevilles en bois qui ont dû être conservées. Sur la toiture du manoir, ce qui a été un peu le malheur des pierres, c'est que les chevilles ont pourri, ont glissé, et donc quand une pierre tombe, toutes les autres suivent, quoi. Donc le toit glisse et ça fait un bruit assez extraordinaire. Sur un plan anecdotique, à la tempête de 86 ou 87, on a été abominablement sinistrés. Il s'est passé un truc absolument abominable, quoi, abominable. Et le grand toit de l'arrière principal, il est tombé. Et alors à cette époque-là, je dormais pas dans la chambre qui est en dessous. J'avais des invités qui dormaient là. On avait un couple qui était venu de Hollande, des amis. Ils sont venus la nuit de la tempête. Et ça fait un espèce de un grand sifflement ou un grand soufflement, et toutes les pierres sont tombées, quoi. Toutes les pierres sont tombées, alors elles étaient tout en bas, et le toit aussi du garage est tombé. Est tombé sur ma voiture. C'est vrai que vous avez mis une jolie girouette avec le lion. Voilà, on a mis, voilà. Et on a fait faire la poterie. Ça, c'est un lion, c'est ça? C'est un oui, lion. Non, c'est le panthère. Ah. Je sais plus, Non. Alors non, c'est un lion. On va voir que je ne suis pas normande. C'est un léopard, alors, voilà. Le léopard est couché, le lion est debout, c'est ça? Et en tout cas, c'est l'insigne de la Normandie, quoi. Et la poterie qui a été faite là est une copie de poterie ancienne de Sausmilly. Voilà. Enfin, qui était faite, c'est un potier de Martinvat qui nous l'a faite, mais il l'a faite à partir d'une tête ancienne que je peux vous montrer parce qu'on a la réplique dans la tour. On a fait faire une réplique tellement jolie parce que là-haut on la voit, on voit la girouette, mais on ne voit pas la poterie. Écoutez, avec plaisir.
en fait, Ah oui. j'étais en voyage en Alsace. Bien sûr, je me suis arrêtée chez un antiquaire et j'ai rapporté, l'antiquaire est venu me livrer, parce que c'est assez lourd, cette plaque là qui est un peu obscurcie là. Et alors, elle a été pendant longtemps, comme au premier étage, il y a une cheminée qui ne fait pas en fonction, enfin qui est belle, mais qui sert de décoration parce qu'elle est pas. Donc, je m'avais mis la plaque là-haut. Et puis, je me dis quand même, les objets doivent être utilisés. C'est idiot de les regarder comme objets décoratifs. Donc, on a descendu en bas avec beaucoup de difficultés. Il a fallu, je ne sais combien d'hommes pour la porter, il faut du 3 ou 4 parce qu'elle pèse très lourd. Donc ça, c'est une cheminée qui a pas été bougée depuis, qui a pas été touchée depuis que nous sommes arrivés. Aucune restauration, à part, j'ai dû peindre un tout petit peu le linteau en haut, couleur pierre, parce qu'il était un petit peu abîmé, il faisait pas très joli. Donc c'est une cheminée exceptionnellement grande. Qui nous sert souvent. Enfin, l'hiver, on fait même des côtes de bœuf. Là, on se met en rond et puis on dîne devant la table. Et je pense que dans l'ancien temps, ils devaient rôtir des pièces absolument énormes dans cette cheminée. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui nous a toujours intrigué, dont on n'a toujours pas trouvé la réponse claire. Le blason qui est ici a été bûché par les révolutionnaires. Vous voyez, on ne voit pas du tout l'intérieur de ce qu'il y avait sur le blason. De même qu'ont été bûchés au-dessus des poutres là. Il y a une part, le blason était là. Et ce blason n'est pas droit. Il est un petit peu sur le côté. Et je ne sais pas quelle est la signification de. Oui, il est voilà, je ne sais pas. Alors, oblique, curieusement, à l'étage, il y a un palier dans la tour avec 2 portes qui donnent côte à côte, qui donnent chacune dans une pièce différente. Là aussi, les blasons sont bûchés, on les voit assez mal, mais on voit quand même bien qu'il y en a un qui est droit et un qui est de côté. Donc, ce qui semble indiquer qu'il y avait une destination différente, il y a un sens. Pourquoi s'amuser à faire 2 blasons différents, quoi. Mais je ne connais pas le sens de j'ai fait quelques petites recherches sur certains sites, j'ai pas trouvé la réponse. Donc celui qui me donne la réponse, voilà, je le remercie d'avance. Mais je ne sais pas. Alors l'intérieur du blason, je ne sais pas. Je suis allé voir si ça pouvait être le même blason que ceux qui l'ont construit, quoi. Donc les 2 Pirou. Puisque quand on visite le château de Pirou, il y a un blason qu'on voit très bien. Que j'ai regardé, mais c'est pas du tout sûr que ce soit le même, quoi. Parce qu'en fait, les 2 Pirou étaient propriétaires du château de Pirou au XIIe siècle, mais ils sont pas restés propriétaires. C'est une famille Lahaye ou de Lahaye qui en est devenue propriétaire. Donc à l'époque de construction du manoir, quel était le blason des 2 Pirou? Bon, je suppose qu'ils ont conservé leur blason d'origine, mais je n'en suis pas certaine. Voilà, la porte, une petite anecdote. La porte, quand nous sommes arrivés, était une porte fermière de ferme, pas très jolie, à 2 battants. Puis elle a rendu l'âme, donc il a fallu la remplacer. Alors là, au problème, comment faire, trouver une porte qui soit jolie, Et là, j'ai une chance folle. Le menuisier qui l'a faite m'a trouvé une porte d'étable, datant du XVIe siècle.
Et en fait, il a fait une copie que je trouve absolument magnifique. Elle a besoin d'être un petit peu, elle est un peu fatiguée par l'hiver, mais une porte magnifique qui convient, que je trouve une porte à la fois noble et en même temps pas trop grosse, pas trop lourde. Qui s'inscrit bien avec la façade. Bien. Voilà, qui s'inscrit bien avec la façade. Le style. Voilà. Ça s'harmonise très bien, en effet. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette visite. Tout plaisir pour moi. J'aime beaucoup ma maison et c'est un bonheur de la partager avec tous ceux qui aiment la vieille pierre. Et alors, je voudrais dire que le manoir est ouvert à la visite tous les ans, en été, du 15 juillet au 31 août, tous les jours, sauf le dimanche. Et que nous avons instauré pour ces visites un petit système qui consiste à avoir des visites toutes les heures avec une guide ou un guide qui fait donc le petit commentaire, la petite historique et puis la mise en valeur des pierres à ceux qui veulent bien venir visiter. Chaque année, donc, je cherche des jeunes. Pendant très longtemps, c'était extrêmement facile ou moins agréable. Des jeunes gens, en général, qui sortent des études, qui sortent du bac ou qui cherchent un petit job d'été et qui sont intéressés par notre patrimoine. C'est un travail intéressant parce que ça apprend quand même un petit peu à parler en public, à intéresser un certain nombre de personnes. Donc, si vous avez un jeune ou si un jeune écoute cette vidéo, maintenant c'est plus difficile de trouver des personnes qui veulent bien faire ce petit job, qui est à mon avis extrêmement intéressant parce que on se plonge un peu dans l'histoire de notre beau patrimoine de la Manche et puis on a un contact avec le public intéressant. Voilà, donc si des jeunes sont intéressés, personnellement je serais ravie de les recevoir et de voir si ça va bien. Bah, écoutez, merci pour cette visite. Écoutez, nous avons été gâtés par le temps. Le temps est magnifique et, voilà. Et c'est toujours un plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que pendant fin du printemps et l'été, nous allons continuer à voyager, à se balader, à vous faire découvrir des coins que vous ne connaissez pas. Voilà, à bientôt, au revoir.